Et oui, je le sais, j'ai pris un peu de retard sur mon horaire, mais c'était le bon moment pour vous présenter mon quad neuf ainsi que mon retour sur le Game Over 2025. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quad neuf du mois de mai. Alors le segment Quad neuf est un segment que j'apprécie particulièrement parce qu'il me permet de pouvoir passer en revue et en rafale mes expériences ludiques afin de vous parler d'une tonne de jeux. Mais avant de débuter mon retour mensuel ludique, je veux vous parler d'un événement auquel j'ai participé, auquel j'étais le porte-parole une fois de plus, c'est le Game Over. Alors qu'est-ce que le Game Over? Alors premièrement, le Game Over est un événement qui s'est déroulé au 3 et 4 mai dans la belle région du Saguenay. Alors, pour ceux qui ne sont pas du Canada ou pour nos amis européens, le Saguenay est une ville un peu plus petite située au nord de Québec. Mais ils font les choses en grand et pas à peu près parce qu'à chaque année, ils offrent un des plus gros rassemblements ludiques qui existent dans toute la province. Alors, premièrement, je le sais, j'en parle avec un peu de retard. Je voulais faire une vidéo dédiée uniquement au Game Over, mais dans les semaines qui ont suivi mon retour de l'événement, je suis tombé malade, donc j'étais pas vraiment en bonne forme et j'avais beaucoup de misère. Donc vous l'avez entendu dans une vidéo throwback que j'ai faite dans laquelle ma voix avait beaucoup de misère. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait le retour sur l'événement immédiatement après, parce qu'habituellement, année après année, je me dépêche de vouloir vous partager cette expérience-là parce que c'est vraiment un événement incroyable. Alors le Game Over est un rassemblement ludique. Alors contrairement au Jab ou au Delirium, qui sont des événements relativement fermés, ici, on parle vraiment, c'est ouvert. Ça se trouve à être dans un centre des congrès d'un hôtel, donc de l'hôtel Le Montagnier. Et une équipe de passionnés, une équipe incroyable. Philippe, Nicolas et toute leur équipe, là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille pour cet événement-là. C'est vraiment des machines. Ces gens-là sont incroyables comment ils réussissent à organiser un événement. Et là, cette année, c'est tout près de 2000 personnes qui sont venues visiter l'événement. Parce que comment ça fonctionne, c'est que c'est quand même assez ouvert. Il y a un espace de jeux vidéo en bas, il y a un espace de jeux de société en haut. Donc, c'est vraiment ludique dans le sens du jeu. C'est vraiment un festival de jeux. Et ce que je trouve le fun, c'est que on voit pas ça ailleurs. C'est vraiment unique et c'est tellement un événement que je suis content de pouvoir participer. Je suis content de pouvoir être associé à cet événement-là parce que sérieusement, c'est un événement incroyable. Ceci dit, cette année, il y avait un petit plus encore une fois. Le vendredi, il y a eu un événement qui était réservé, un peu un événement VIP, qui s'appelait le Off. Alors, au courant de l'événement, on a eu droit d'avoir des conférences par diverses personnes de l'industrie du jeu, autant du jeu vidéo que du jeu de société. Il y a eu Eric et Hugo qui ont fait le projet Natera, qui ont parlé de leur expérience de Kickstarter. Il y a eu des gens qui venaient de chez Long Pack Game. Il y a eu Heather qui était là pour parler un peu de la production, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir un paquet d'intervenants différents. Et on a également fait un panel de discussion très intéressant, une conférence avec des gens de l'industrie afin de pouvoir parler des choses vraies, donc parler où est-ce que s'en va l'industrie, et j'ai tellement trouvé que c'était une belle expérience. Je pense que c'est une expérience que l'année prochaine, ils vont tenter de maximiser, quitte à ouvrir à un peu plus de monde aussi, parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi. Ils tiennent vraiment quelque chose. Ce qui est le fun, c'est qu'année après année, le Game Over, ils découvrent encore des nouvelles façons de mieux faire les choses. C'est tellement un événement génial. Donc, je vous le conseille, si jamais même vous êtes un peu plus loin, des fois, bon, les gens de la région de Montréal sont un peu plus réticents, c'est un peu loin le Saguenay pour eux, mais je pense que cet événement-là est vraiment important dans le paysage ludique du Québec. Je pense que c'est une belle découverte pour moi. Ça fait déjà quelques années que j'y vais et je suis très content. D'ailleurs, à cet événement-là, j'ai pu réussir à faire quelque chose de unique et quelque chose de vraiment génial. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un fan de Ready Set Bet, le jeu de course de chevaux que j'anime avec beaucoup d'entrain. J'ai toujours énormément de plaisir à jouer à Ready Set Bet. Au Delirium, j'ai poussé les choses encore et j'ai fait 2 tables de Ready Set Bet que j'ai joué. Et là, j'ai décidé de pousser encore plus et j'ai établi, bon, je ne sais pas, mais je vais dire un record quand même. J'ai fait une partie géante de Ready Set Bet avec 40 participants, 5 tables de jeu. J'ai récupéré 5 copies de jeu. J'avais ma copie de luxe avec mon grand tapis et j'ai fait ça. J'ai animé des courses pour 40 personnes. C'était une expérience tellement magique. Merci à tout le monde qui a participé à ça.
vous avez embarqué dans mon délire et juste pour ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Sérieusement, vraiment un beau moment pour moi, un moment qui m'a touché fortement de voir que l'intérêt des gens qu'il y avait et de l'entrain, il a même fallu refuser des gens. Qui sait, peut-être, à un moment donné, un micro avec des caisses de son, peut-être un écran géant pour présenter ça. Qui sait, je pense que je vais pouvoir encore pousser le concept encore plus loin. Donc, ça fait le tour un peu de mon retour. Bon, j'aurais tellement de choses à dire sur le Game Over, mais je vais quand même aussi beaucoup d'expériences ludiques à vous partager. Mais s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est l'année prochaine, là, gâtez-vous. Donnez-vous le droit d'aller faire un petit road trip, monter au Saguenay, il y a le logis là-bas à l'hôtel, pourquoi pas profiter, il y a une piscine, il y a un spa, il y a des jeux d'eau, amener les enfants, amener la famille, aller participer à l'événement, passer du temps avec eux, sérieusement, ça vaut la peine. Donc, je commence maintenant la section Quoi de neuf de ma vidéo pour vous parler de mes expériences ludiques. Alors, avant de débuter, j'y vais avec quelques petites statistiques ludiques et je dois dire que j'ai établi un record. Ça faisait probablement 4 ou 5 ans que je n'avais pas dépassé le cap des 100 parties dans un mois. Alors, j'ai joué au courant du mois de mai 101 parties de 38 jeux différents et là-dedans, il y en a 17 que c'était la première fois que j'y jouais. Bon. 101 parties, oui, beaucoup de petits jeux rapides quand même, mais c'est toujours le fun. Moi, j'aime ça suivre un peu mes statistiques et je trouve ça agréable d'avoir dépassé cette espèce de chiffre-là au courant d'un mois. Donc, je commence immédiatement avec des petits jeux que j'ai joués au courant du Game Over, justement. Alors, je commence avec un jeu qui s'appelle Let's Dig for Treasures. Alors, premièrement, je tiens à dire que la direction artistique de cette compagnie-là est vraiment géniale. Les couvertures de jeux sont hilarantes. Ça prend des trucs comme ça, donc Let's Dig for Treasure, et tu vois juste des enfants qui creusent dans un cimetière. C'est très, très crasse comme humour, mais je dois dire que c'est assez drôle. Alors, il s'agit d'un jeu de Push Your Luck très, très simple, dans lequel il va y avoir 3 piles de cartes, et lorsque c'est notre tour, on va tenter de devoir creuser. Donc, on choisit une pile et on commence à creuser. On peut creuser autant jusqu'à temps qu'on ait les cartes, les verres qui nous font en sorte qu'on arrête. Donc, un petit jeu très très simple, on va devoir piger, choisir quand arrêter. On a des cartes qui ont des petits effets, des bonus. À la fin de la partie, on a des points pour telle ou telle raison, telle ou telle chose. Très très simple comme jeu, c'est vraiment pas complexe, mais je donne un gros point pour la direction artistique du jeu que je trouve vraiment vraiment super. D'ailleurs, dans la même série, un autre jeu que j'ai eu l'occasion de jouer, c'est le jeu Let's Summon Demons. Oui, c'est un sujet très sérieux, mais ils font ça avec brio. Alors, c'est des enfants qui jouent avec des pentagrammes. Encore une fois, je pense que c'est vraiment l'humour visé. Et là, on a droit à un jeu dans lequel on doit invoquer des démons. Tout ça est fait un peu avec un gros brin d'humour même. Mais en gros, comment ça fonctionne le jeu, celui-là, c'est qu'on va recruter des petits enfants donc qui vont pouvoir être là. Et les enfants vont pouvoir être activés selon certaines combinaisons de chiffres. Donc, on va brasser 2 dés, donc un peu à la manière de Miniville ou encore de Space Base ou encore des jeux dans ce type-là. Donc, on va brasser des dés, on va regarder si on va activer des personnages qui vont nous donner des armes. Et ces armes-là vont servir pour pouvoir acheter justement des démons ou acheter des pouvoirs comme ça ici. Donc, on a vraiment, vraiment des petites choses comme ça qu'on va pouvoir faire. Et tous les autres joueurs aussi vont également avoir des bonus. Donc, si on brasse, je brasse un 4, ça se pourrait qu'un autre joueur réussisse à se faire quelque chose. Donc, c'est vraiment ce type de jeu-là. L'originalité est très, très limitée. On s'entend, on a déjà vu ça. Je pense qu'ici, on a droit à la petite dose humoristique, le petit côté cheesy, le petit côté tongue-in-cheek que le jeu nous offre avec la direction artistique. Ça reste un petit jeu très sympathique. Bien content de les avoir essayés parce que j'avais déjà vu les boîtes qui m'avaient fait rire. Mais là, j'ai enfin pu essayer les jeux. Je continue avec un jeu qui, lui, a une direction artistique aussi très, très unique. C'est le jeu Come Sail Away. Alors, Come Sail Away, on a des visiteurs, des personnages qu'on doit placer dans un bateau. Et là, il va y avoir des salles. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des personnages de couleur et on va devoir les faire entrer dans le bateau et les déplacer pour pouvoir les placer à des endroits stratégiques. Donc, en allant placer des personnages. Donc, c'est vraiment un puzzle de perception spatiale dans lequel on doit essayer de bien placer les choses. On doit choisir des bonhommes, donc des meeples qu'on va venir placer. On va essayer de marquer des points en réalisant certaines conditions. Donc, à cette table-là, ça prend des personnages de couleurs différentes et ça prend une telle couleur. Mais il faut toujours les faire rentrer par un côté et les faire déplacer. Donc, on a une espèce de petit casse-tête intéressant à faire avec ça. C'est un jeu que j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé bien. Il faut aimer les puzzles de positionnement spatial en termes je parle de bien estimer, de bien optimiser tout ce qu'on va faire. J'ai trouvé ça sympathique. Je continue avec un autre petit jeu
qui s'appelle Six Nymph Baron Ox. Alors, contrairement à beaucoup de monde, je n'avais jamais joué à Six Nymph. Alors, je pourrais pas nécessairement vous dire quelle est la différence avec cette version-là, la version Baron Ox, mais j'ai enfin joué à ce petit jeu-là, un petit jeu très sympathique de cartes. Et je dois dire que c'est vraiment le genre de jeu qui sort avec n'importe qui joue bien. C'est le fun. Ça m'a donné le goût d'essayer l'original à un moment donné. Je pense que j'aimerais peut-être ça, moi, je voudrais aimer ça vous parler un peu plus en détail des différences parce que c'est la nouvelle version, Baron Ox. Là, les gens vont dire, oui, mais je connais Six Nymph, qu'est-ce qu'elle fait de différent? Je peux pas nécessairement vous dire parce que j'ai pas joué à l'original, mais ça reste un petit jeu de cartes très sympathique. Je continue avec un autre jeu de cartes que lui, j'avais bien hâte de l'essayer. C'est The Fellowship of the Ring. Alors, c'est un jeu de pli, un jeu de levée coopératif dans lequel on a une histoire. Donc, le jeu reprend un peu le concept de The Crew, que je n'ai pas essayé d'ailleurs, mais avec un thème du Seigneur des Anneaux. Bon, on se le cachera pas, le thème me plaît énormément, c'est vraiment quelque chose qui résonne avec moi, et c'est un jeu de pli, donc coopératif, dans lequel on va devoir tenter de réussir certaines missions. Donc, on a des chapitres qui vont avancer de partie en partie, on va ajouter des choses, on va avoir des mises en place différentes, on va devoir tenter de réussir certaines conditions de victoire, donc de réussir certaines levées, que tel personnage réussisse à aller chercher, bon, par exemple, Frodon qui aille chercher les anneaux. Je pense que c'est un bon jeu. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai joué, je pense, 8 ou 9 parties à 2 joueurs. Et là, le jeu se joue également en solitaire. Et bon, la même chose à 2 joueurs, c'est qu'il y a une espèce de petite pyramide de cartes qui va être là, comme pour simuler un 3e joueur. J'avoue que j'aimerais ça l'essayer à 3 ou 4 joueurs pour voir un peu ce que le jeu original offre. Mais j'avoue que j'ai quand même bien aimé y jouer. Je suis pas retombé dedans, mais vraiment, je trouve que, encore une fois, la direction artistique est vraiment allée, c'est très joli. Je trouve que c'est un peu plus cartoony, un peu plus comme des vitraux un peu. Ça donne vraiment un beau look. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était plus limité peut-être que de The Crew. Bon, qui sait, peut-être le thème est plus présent par contre que The Crew, mais ça reste un jeu très amusant à sortir. J'ai d'ailleurs hâte de continuer l'aventure. Je continue avec un duo de petits jeux de cartes qui se ressemblent énormément. Alors, le premier que je vais vous parler, c'est le jeu Happy Mochi. Alors, Happy Mochi, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, si jamais ça vous tente d'aller la regarder. Happy Mochi est un jeu avec une présentation visuelle vraiment colorée et très mignonne, on se le cachera pas. J'ai montré la boîte à ma fille, elle a fait « Oh! » Fait que ça a un petit côté kawaii, mais qu'est-ce que c'est Happy Mochi? C'est un jeu de cartes dans lequel on va devoir tenter de vider sa main. Donc, c'est un type de jeu qu'on voit quand même assez souvent, et lorsqu'on reçoit nos cartes, on ne peut pas réorganiser les cartes. Donc, un peu comme Scout, un peu comme Django, un peu comme Odin, on va devoir utiliser les cartes dans l'ordre qu'elles sont pour pouvoir les jouer, donc on ne pourra pas replacer nos choses. Donc, dans Happy Mochi, il y a 2 cartes, donc ça fait une valeur numérique de 0 jusqu'à 99. Et là, il va y avoir un marqueur plus ou moins, et là, on doit jouer avec des 2 chiffres, donc 2 cartes de notre main, de manière à faire un nombre qui va être supérieur ou inférieur au total demandé. Donc, on a des cartes qui permettent de renverser la polarité. Donc, au lieu d'être plus, maintenant, ça va être moins. On a des contraintes de couleur des fois. Donc, si jamais il y a 2 cartes de la même couleur, à ce moment-là, on est obligé de jouer des cartes de la même couleur aussi. Donc, ça rajoute une petite contrainte. Et on peut toujours jouer avec des mochis. Donc, 2 cartes de valeur identique composent un mochi et on peut le jouer. Donc, on va jouer jusqu'à temps qu'un joueur ait vidé sa main. Les autres joueurs vont faire des points selon les cartes qu'ils vont avoir. Et les points, c'est mal parce que le but, c'est d'en avoir le moins possible. Donc, les autres joueurs vont faire des points et on va continuer jusqu'à temps qu'un joueur ait 30 points. Donc, un petit jeu très simple et c'est un concept de jeu qu'on a vu énormément souvent, mais ça marche. C'est le fun, des petits jeux de cartes comme ça. Moi, je l'ai joué en famille, je l'ai joué entre amis, je l'ai joué en gamer en fin de soirée. Sérieusement, ça marche à toutes les sauces. C'est vraiment cool. Et le petit côté mignon, tout kawaii, va probablement aller chercher un public différent également. Parlant de petits jeux de ce genre-là, le prochain que j'ai joué et que j'ai joué énormément, donc probablement 25 parties, c'est ce qui a contribué à faire mon 101 parties pendant le mois, c'est le jeu Django. Alors Django est un peu identique avec comme je disais, Happy Mochi ou encore Scout ou encore Odin, c'est que c'est un jeu dans lequel on ne peut pas réorganiser les cartes dans nos mains, on doit jouer et le premier joueur à avoir vidé sa main va gagner la partie. Donc un concept qui est relativement similaire, mais dans le cas de Django, on va jouer des cartes simples et là on peut battre le jeu d'une carte simple avec une carte plus élevée ou encore un double ou encore un triple, etc. comme ça. La particularité, c'est ce qui fait en sorte que j'apprécie particulièrement Django, c'est que quand on va battre le jeu d'un autre joueur, donc habituellement la carte qui a été battue va être défaussée, mais là on a le choix, on peut la récupérer et la placer dans notre main où on veut. Donc
Dans Django, on va se craquer un jeu. On va essayer de se faire un jeu et au départ, on joue avec des simples et des doubles. Mais à un moment donné, ça devient des quadruples, des quintuples, des sextuples et ça fait en sorte que ça fait comme rouvrir le jeu. Je trouve vraiment ça sympathique. C'est certain que les parties sont très très courtes, très très rapides, mais j'apprécie beaucoup. Et si on me demande lequel je préfère entre les deux, j'ai de la misère à dire entre Happy Mochi et Django. Je pense que si on prend d'un point de vue gamer, Scout est probablement meilleur. J'ai pas été un grand fan de Odin. Je sais que le jeu a eu beaucoup d'accolades, mais je pense que Happy Mochi et Django sont là aussi, donc un peu plus simple, mais facile à jouer avec n'importe qui. Alors, c'est des petits jeux que j'apprécie particulièrement et que j'ai énormément joué. Parlant de petits jeux familiales, j'ai également eu la chance de pouvoir commencer mon aventure de Stickers. Alors, Stickers est un jeu de sélection, en fait, non, un jeu de famille dans lequel on doit du set collection, donc de la collection d'ensemble, dans lequel on a des petits animaux tout mignons qu'on va devoir jouer. Et là, en les jouant, on va avoir un système de rareté. Donc, il y a un système de rareté qui se fait que chacun des animaux, un animal est mythique, un animal est légendaire, donc rare, commun, uncommon. Ça va chercher un petit côté rareté, un petit côté TCG sympathique, mais dans un jeu très très simple et très très accessible. Donc, on a des cartes au milieu. Lorsque c'est notre tour, on récupère une carte et on peut jouer une famille. Donc, des animaux identiques qu'on va placer sur la table. Donc, le but, bien entendu, de réussir à faire des points. Et ces animaux-là, comme j'expliquais, vont avoir une rareté. Et là, si on pose assez d'animaux, on peut inverser des raretés. Et ce qui est intéressant avec Stickers, c'est que c'est un jeu Legacy. C'est un jeu, une aventure qu'on va commencer. Donc, on va ouvrir des enveloppes et on va coller des stickers! Vous avez bien vu. Alors, il y a des collants qui vont être placés, qui vont rajouter des nouvelles règles. Également des collants qui vont rajouter des bonus sur différentes cartes, des pouvoirs, mais également des objets juste esthétiques, des lunettes fumées, des chapeaux, des petites choses comme ça qui vont venir changer un peu les cartes. Ça a un petit côté très très amusant pour la famille, pour les enfants aussi. C'est un jeu qui est facile à sortir, puis des fois ça fait du bien de ne pas se casser la tête. Je pense pas que je joue à Stickers en gamer, je pense que c'est un jeu qui a son créneau un peu plus du côté de la famille, mais c'est bien d'avoir des jeux comme ça, des jeux qui donnent un goût de revenez-y parce que là, on a un intérêt à retourner parce qu'on a des enveloppes qu'on va pouvoir débarrer. Donc, après chacune partie, on a des enveloppes. Après X nombre de parties, on a une nouvelle enveloppe. Ça va rajouter des nouvelles règles. On va changer le livre de règles. On va rajouter des collants. On va rajouter des nouveaux bonus. On va rajouter des choses comme ça. Donc, ça amène vraiment quelque chose d'intéressant. Et si vous avez envie d'un petit legacy, ça me fait penser un peu au concept que Zombie Kids avait amené avec un jeu coop. Donc, Zombie Kids est un jeu où on avançait dans l'histoire et on collait des nouvelles choses. Donc, Stickers reprend vraiment ce petit côté-là. Mais là, d'un point de vue compétitif, je dois avouer que moi et les enfants, on apprécie beaucoup notre expérience. Un beau petit jeu très très génial. Puis sérieusement, le Stickers, ça va pas révolutionner rien parce qu'on a déjà vu ça, des jeux de collection d'ensemble comme ça, mais ça marche très très bien. Je continue cette belle liste avec un jeu à 2 joueurs que j'ai également joué plus d'une dizaine de fois. C'est le jeu Toy Battle. Alors, je vous avais parlé de Toy Battle le mois dernier lorsque j'avais joué une première partie au Jab. J'avais eu l'occasion de jouer au jeu un peu en avant-première. Et après ça, lorsque le jeu est arrivé sur les étagères, c'est certain que je me suis rapidement dépêché de me le procurer. Alors, Toy Battle est un jeu à 2 joueurs dans lequel les joueurs vont devoir s'affronter avec des tuiles qu'on va placer sur un plateau de combat. Le truc vraiment génial dans ce jeu-là, c'est qu'il vient avec 4 plateaux réversibles de combat, donc 8 champs de bataille qu'on va pouvoir avoir. Les règles sont faciles à prendre en main, sont faciles à jouer et il y a vraiment un petit goût de revenez-y parce qu'on va placer des unités et les unités vont avoir différents pouvoirs. Au début, on est comme « Oh wow, ok, là, il y a plein de pouvoirs différents », mais après une demi-partie, on a rapidement compris tous les pouvoirs et ça va très très bien. C'est très très rapide à jouer. Ça prend quelques minutes à peine de jouer une partie et j'ai vraiment vraiment beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Toy Battle, à mon avis, un gros hit. Je pense que celui-là, je l'ai joué encore là. Je l'ai joué en famille avec des plus jeunes, mais j'ai joué aussi avec des gamers. C'est vraiment un petit jeu rapide qui se joue bien. Vraiment, vraiment un excellent jeu avec une tonne de potentiel d'extension future, qui sait. Mais même là, juste comme ça, le jeu avec les 8 champs de bataille, je trouve que ça ajoute vraiment, vraiment, vraiment un gros plus au jeu. Vraiment, vraiment une belle expérience. Je continue avec un autre jeu que j'ai joué. Et celui-là, c'est drôle parce que j'y avais énormément joué dans le passé. Lorsque je suis allé au Jab, j'ai gagné un jeu qui s'appelle Pingouin. Je suis comme, OK, Pingouin, un jeu de Next Move Game, OK. Et là, en retournant la boîte, hey, c'est le jeu Hey That's My Fish. Alors, Hey That's My Fish, ou maintenant la nouvelle version de Pingouin, est un jeu abstrait dans lequel on va tenter de devoir
cochonner les autres joueurs, si on veut. Donc, c'est un jeu dans lequel on va avoir un plateau et les pingouins sont sur des hexagones et lorsque c'est notre tour, on déplace n'importe quel de nos pingouins en ligne droite d'un nombre de cases qu'on le désire, tant longtemps qu'on passe pas par-dessus un autre pingouin ou qu'on passe pas par-dessus un espace vide. Donc, on va s'arrêter là et on va manger, si on veut, on récupérer la tuile sur laquelle on était. Les tuiles ont des poissons dessus qui vont représenter des points de victoire. Fait que là, on va déplacer nos petits poissons en faisant des trous un peu dans la map et le but est très clairement de pogner les autres joueurs dans un coin et d'essayer d'être le plus optimal possible. Alors, c'est un jeu d'enfoiré, c'est un jeu très sympathique, il me donne une grosse vibe de Battle Sheep, un jeu abstrait, facile à sortir, mais vraiment, vraiment, vraiment génial. J'avais déjà joué énormément à l'ancienne version. Le problème avec l'ancienne version, j'avais la toute petite boîte de Hey That's My Fish, c'est que lorsqu'on faisait la mise en place, on plaçait les hexagones et lorsqu'on les récupérait, c'était très fiddly. Donc on accrochait un peu le plateau, il fallait faire attention, c'était très difficile. Mais là, il y a une espèce de gabarit dans lequel on place les tuiles et quand on veut enlever la tuile, on fait juste peser dessus un petit peu, elle se lève et elle se récupère. La mise en place est géniale, ça facilite le jeu parce que le problème de Hey That's My Fish dans la petite boîte, c'est que c'était plus long préparer le jeu et de le garder en place que d'y jouer. Alors que là, le matériel fait en sorte que ça vient vraiment tout corriger ça. Bon, ça reste un petit jeu abstrait. Il faut aimer ce type de jeu-là. Il faut aimer les jeux dans lesquels le but est littéralement de bloquer l'autre joueur. Donc, c'est certain que c'est très mean, c'est très méchant comme jeu. Mais j'avoue que j'ai un petit quelque chose pour ce jeu-là. J'ai joué énormément aussi. Ça joue très, très bien. Autant à 2, 3 ou 4 joueurs. Je pense que ça marche très, très bien. C'est le jeu Hey That's My Fish dans sa nouvelle version de Next Move Game qui s'appelle Pingouin. Un autre petit jeu de cartes que j'ai joué qui s'appelle Rebelle Princesse. Alors, j'avais beaucoup entendu parler et en bien de Rebelle Princesse il y a plusieurs mois lors de sa sortie. Bon, c'est pas un gros jeu, c'est pas un must-have pour personne, mais c'est un jeu de pli, donc un jeu de levée qui rajoutait une petite twist. Alors, on est des princesses rebelles et on ne veut pas avoir de demande en mariage des méchants princes, hein, non, parce qu'on est indépendante et on est forte. Alors, un peu comme la dame de pique, quand on récupère certaines cartes, donc les princes en l'occurrence, on va avoir des points négatifs. Il y a également la grenouille, donc le 8 vert, qui est un peu comme la dame de pique, va être une carte très négative à avoir et lorsqu'on va la récupérer, ça va être 5 demandes en mariage. Donc, le but, c'est d'en avoir le moins possible. Mais ce qui fait en sorte que le jeu a une belle petite twist, c'est que chaque joueur a un personnage spécial, donc une princesse. Donc, la petite sirène, Sherazade, Pocahontas, et la princesse va avoir un pouvoir spécial. Que ce soit de faire échanger des cartes, de faire en sorte qu'un autre joueur commence à jouer, il y a vraiment des petites twists intéressantes qui vont venir bonifier le jeu. Une autre chose qui rend le jeu vraiment, vraiment unique, c'est qu'il y a 5 manches qu'il va avoir. Et chacune de ces manches-là va avoir un pouvoir spécial qui va venir un peu changer les règles. Donc, ça rajoute beaucoup de variété parce qu'il y a énormément de pouvoirs différents. Donc, ça fait en sorte que chaque partie va se sentir fraîche avec une petite twist intéressante. Et en début de manche, on va également donner des cartes à gauche ou à droite. Donc, ça va venir en sorte de pouvoir pimenter un peu le jeu. Donc, si vous aimez les jeux de pli, les jeux de levée, c'est un type de jeu qui vous plaît, je pense que celui-là a vraiment un petit quelque chose avec sa plus-value de rejouabilité, avec la quantité de pouvoirs différents et surtout les pouvoirs de manche que j'ai vraiment, vraiment trouvé super. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à Rebelle Princesse. Maintenant, je continue avec un jeu que j'avais dans ma collection, que j'ai fini par vendre, que j'ai fini par racheter, que j'ai fini par pas jouer, que j'ai fini par vendre. Et devinez quoi? Eh oui, j'ai acquis encore pour une 3e fois, vous allez dire que je suis pas branché, le jeu Airline Europe. Alors, Airline Europe est un jeu qui est pas très récent. C'est un jeu du designer Alan Moon, donc le même auteur que Ticket to Ride, qui ressemble étrangement à Ticket to Ride visuellement. Donc, beaucoup de gens vont regarder le jeu en disant « Ah, ok, c'est comme Ticket to Ride mais avec des avions. » Non, pas tout à fait. Alors, visuellement, oui, on va placer des avions sur différentes lignes aériennes, tenter de voir relier différentes villes comme ça ici, mais c'est un jeu de manipulation de stock. Alors, chaque compagnie aérienne a une valeur et plus on crée des lignes aériennes, plus la compagnie va monter en valeur. Donc, on va vouloir aller chercher les actions, donc les stocks de cette compagnie-là, de manière à pouvoir marquer des points de victoire. Parce que si on est l'actionnaire majoritaire, on va marquer plus de points de victoire, la deuxième position, troisième position un peu moins, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un jeu de stock market avec un look d'avion comme ça, mais j'avais beaucoup aimé le jeu et bon, j'avais joué plusieurs fois et je m'en étais départi. À un moment donné, je me suis dit, ah, crème, il me semble que j'aimerais ça rejouer à ce jeu-là. Et quand je l'ai vu au Jab dans un bazar, je me suis dit, ah,
c'est l'occasion. Alors, j'ai rejoué à Airline Europe et je dois dire que le jeu tient encore très très bien la route. La mise en place est un peu tannante parce qu'il faut placer le deck de cartes à l'origine, donc il y a des cartes et il va y avoir des cartes de scoring qui vont être placées. Donc là, il faut quand même organiser le deck. Bon, il faut prendre 10 cartes, on mélange ça là-dedans, on prend le tiers. Donc, c'est une espèce de petite mise en place un peu fastidieuse au départ, mais un coup qu'on commence à jouer, le jeu roule très très bien. Ça amène aussi un petit côté, on ne sait pas quand la partie va se finir, un peu comme Foremix ou encore Ethnos qui utilise ce concept-là. Mais nos décisions vont être très très simples. On va essayer de construire, soit qu'on va bonifier une ligne aérienne, soit qu'on va aller chercher des différents stocks d'actions comme ça ici. On va pouvoir également miser sur une compagnie standard là, qui ne sera pas représentée sur le plateau. Et j'aime ça, les jeux de manipulation d'enchères, les jeux de manipulation de stock boursier en fait. Ça vient vraiment chercher un petit quelque chose. Et ce jeu-là m'avait manqué. Très content qu'il soit de retour une troisième fois dans ma collection. Et cette fois-ci, c'est probablement, je l'espère, pour y rester. Je continue avec un jeu qui, lui, en est à sa deuxième édition. Alors, je n'ai pas essayé la première édition, mais c'est le jeu Craftwagon Age of Engineering. Alors, Craftwagon est un jeu dans lequel on doit fabriquer des voitures. Donc, ça se passe au début des montées de la montée de l'automobile, donc début des années 1800, et on va devoir tenter de construire des voitures. On va tenter de les faire concourir sur une piste de course, et le tout avec un système que j'apprécie particulièrement, un système d'action avec du temps. Donc, on a une espèce de rondelle et le joueur qui va, ça va être à son tour, va pouvoir aller aussi loin qu'il le désire sur la rondelle d'action pour pouvoir sélectionner l'action. Par contre, le jeu fonctionne du fait que c'est toujours le joueur qui est en arrière qui va jouer. Donc, je peux aller chercher l'action que je veux vraiment au très loin, mais ça va faire en sorte que les autres joueurs vont pouvoir jouer beaucoup plus d'actions que moi. Donc, on a une espèce de gestion qui va se faire. Et c'est un peu à la patchwork du fait que c'est le joueur en dernier qui va y aller, ou encore comme Glenmore. Et c'est un concept que j'aime tellement. Donc, j'apprécie beaucoup cette espèce de concept d'ajouter le temps. Donc, on n'a pas un ordre de tour fixe. C'est vraiment, est-ce que je veux vraiment l'action? Est-ce que c'est vraiment le temps que je vais aller chercher? Oui, si je vais la chercher, mais si je vais être peut-être plusieurs tours sans le faire. Et si on a à un moment donné deux joueurs qui sont trop à l'avant, mais l'autre joueur en arrière peut simplement faire un paquet de petites actions une après l'autre sans avoir aucun malus. Donc, ça amène une espèce de petit questionnement qu'on va faire là-dessus et j'adore ça, ce concept-là. On a joué une partie à 3 joueurs. Je tiens à dire que mon ami Jeff n'a pas beaucoup apprécié son expérience, probablement qu'il était trop fatigué, mais ça n'a vraiment pas collé avec lui. Ceci dit, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte d'y rejouer. Alors, comme concept intéressant, c'est que justement on a cette rondelle d'action-là qu'on va faire, mais on va devoir tenter de devoir essayer de gérer un paquet de choses différentes parce que la twist en jeu-là fait en sorte qu'on va devoir fabriquer des véhicules, mais ça prend le bon vendeur, ça prend le bon acheteur, pardon. Donc, on va préparer des véhicules. Donc, j'ai un véhicule avec un moteur performant, mais ça va prendre quelqu'un qui recherche un véhicule avec un moteur performant. Et là, ça va chercher un petit côté un peu comme Smartphone Inc. du fait qu'on peut aller chercher, avec des bons placements ou aller chercher les bons acheteurs, essayer de réussir à couper l'herbe sur le pied de l'autre joueur parce qu'on va déterminer le prix de vente de notre véhicule. Mais si jamais un autre joueur a le même moteur aussi performant, ben, le client va aller chercher celui qui coûte le moins cher. Alors, on a la façon de jouer un petit côté économique comme ça que j'apprécie énormément. Je m'excuse, Jeff, je sais que toi, tu n'as pas vraiment aimé ça, mais moi, j'ai adoré, j'ai tellement hâte de rejouer. J'aime ça, ce petit côté-là. Mais c'est certain que comme première partie, c'est difficile comme départ. Parce que lorsqu'on fabrique le véhicule, on doit se dire, hey, mais quel prix on va y donner? Ouais, mais je sais pas, moi. Parce que non, il n'y a pas encore de référent, il n'y a pas encore personne d'autre qui est dans la course, mais à un moment donné, peut-être bien qu'un joueur va avoir la possibilité de faire des moteurs plus forts, puis va venir chercher en sorte que je pensais avoir une vente assurée, mais alors que non. Mais là, j'ai pris une action pour prendre cet acheteur-là, et j'ai perdu mon temps. Donc, ça amène vraiment une twist intéressante. Craftwagon, belle expérience pour moi, j'ai très hâte d'y rejouer. Ceci dit, je ne crois pas que le jeu soit vraiment génial à 2 joueurs. J'ai de sérieux doutes. Je pense même qu'il faudrait que je l'essaie à 4 joueurs. L'espèce de petit côté, un peu comme Smartphone, je pense que c'est le meilleur exemple que je peux sortir. Le fait de compétitionner avec les autres joueurs pour rester dans un marché qui est dynamique, qui est évolutif et qui peut être sans pitié aussi. Je continue avec un jeu à 2 joueurs que j'avais très hâte d'essayer. C'est le jeu Kelp Shark vs Octopus. Alors, c'est un jeu asymétrique à 2 joueurs dans lequel un joueur va contrôler les octopus, donc les pieuvres, et l'autre joueur va contrôler le requin. Alors, le but du requin est bien entendu de réussir à
aller chercher l'octopus et l'octopus doit réussir à se sauver. Donc, c'est un côté de déplacement caché qu'il va avoir. Donc, le requin va tenter de se déplacer et d'essayer d'aller trouver où est-ce qu'elle se cache. La pieuvre va essayer d'utiliser des manigances pour pouvoir déplacer, modifier comme ça les choses. On a un système de dés qui fonctionne. Le requin va utiliser ces dés-là, donc dans le sac, il va aller chercher des dés et certains dés de couleur vont lui permettre de pouvoir rechercher ou pouvoir essayer d'aller chercher d'aller manger l'octopus. Donc, c'est un jeu asymétrique. J'ai joué une seule partie. La première partie est un peu intimidante parce que, OK, là, je sais pas trop où je m'enligne, mais je dois dire que ça a été assez bon pour que je décide de me le procurer. Un beau jeu à 2 joueurs. C'est certain que uniquement 2 joueurs, mais je pense que ce jeu-là a vraiment une petite twist intéressante. J'ai hâte d'ailleurs d'y retourner. Je continue avec un jeu qui, lui, se joue uniquement en solo. C'est le jeu Unstoppable. Alors, Unstoppable est un jeu, le nouveau jeu dans la série, une série de Renegade Games, du solo game, je ne me rappelle plus du nom, il y a une autre série. Il y a eu plusieurs jeux. Il y a eu le défi de la reine, il y a eu Warp's Edge, il y a eu Rackland Run. Et donc, un paquet de petits jeux qui se jouent tous en solo uniquement. Alors, Unstoppable est un jeu du designer John D. Clair qui a produit entre autres Mystic Vale ou encore même Custom Heroes ou des jeux comme ça. Donc, le card crafting, donc le fait de prendre un sleeve et de placer dans la carte pour bonifier. Alors ici, on a droit à un jeu un peu concept de super-héros. Donc, on a un personnage et on va tenter de devoir essayer de vaincre des ennemis. Donc, les ennemis vont être des cartes, mais la twist intéressante, c'est que les cartes, les ennemis qu'on va vaincre, on va venir les placer dans des cartes. Donc, on craft nos cartes, on fabrique nos cartes, on doit gérer notre deck. Je trouve ça le fun. J'ai joué une seule partie, j'ai aimé ma partie. Je suis pas retourné encore. Bon, beaucoup d'expérience de jeu que j'ai juste une partie. Ça vaut ce que ça vaut. C'est certain que je pense que ce jeu-là est un jeu qui demande à être rejoué plusieurs fois, alors que j'ai seulement fait une partie. C'est pas représentatif du tout. Mais c'est un auteur que j'aime beaucoup. Le concept de card crafting est bien. Au départ, je me disais, ça va-tu être trop fiddly? Ça va être difficile de tout le temps placer les sleeves. Mais ils ont fait les sleeves un peu plus courts, de manière à ce qu'il y ait un petit morceau de carte qui dépasse. Ça fait en sorte que c'est très facile de les retirer. Au début, lorsque j'ai mis ça dans les sleeves, je suis comme, c'est bizarre, ça rentre mal. Mais ça a un but, ça facilite le rangement aussi, parce que quand la partie est finie, c'est très rapide pour pouvoir enlever les cartes. On n'a pas besoin de gosser en dessous des sleeves, puis les briser, puis les abîmer pour essayer de sortir les cartes, parce qu'on va placer justement ça comme ça. Et certaines cartes peuvent avoir plus qu'un pouvoir, donc on peut avoir plusieurs cartes qui vont être placées, plusieurs sleeves qui vont être placées à l'intérieur. Alors, à rejouer décidément. Je continue avec un euro que j'avais hâte d'essayer, c'est Black Forest du designer Uwe Rosenberg. Alors, Monsieur Rosenberg est connu pour ses jeux de gestion de ressources, de fermes, etc. Et Black Forest se veut être une espèce de, pas une réimplémentation, mais ça utilise le concept de Glass Road, de la route du verre, un jeu que j'avais bien aimé pour la rondelle qu'on avait. Donc, on avait une rondelle avec des ressources et quand on avançait la rondelle, si on avait assez de ressources, on créait automatiquement du verre. Donc, dans le cas ici, on a différentes ressources qu'on va créer comme ça ici, donc encore une fois du verre, et ça va servir pour acheter différentes choses. La twist de gestion de ressources, c'est que de la minute qu'on gagne, donc exemple, j'avais déjà 3 cartes de chacune des ressources et là j'ai du bois et je gagne un bois parce que j'ai besoin du bois pour faire quelque chose. Mais de la minute que j'ai un trou, on tourne, donc on fabrique automatiquement la ressource. Ça amène une espèce de double gestion de ressources qu'on doit faire pour essayer de maximiser ce qu'on a besoin de faire, maximiser les ressources qu'on a besoin. Seule affaire, j'ai joué à 2 joueurs. C'est un peu drabe comme première partie parce qu'il y a beaucoup de choses. On peut construire une tonne de bâtiments et c'est overwhelming, c'est incroyable, c'est surstimulant de regarder tout ça et comme, OK, mais où c'est que je m'enligne? Hey, je sais pas ce que je vais faire et de réfléchir à dire, OK, bon, si je fais ça, je fais ça. Donc, c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion à penser qu'est-ce qu'on va faire. Je pense pas qu'à 4 joueurs, ça doit être très dynamique. Je pense que ça doit être assez endormant autour d'une table. J'ai aimé le jeu, j'ai trouvé ça très intéressant, mais avant de jouer à plusieurs joueurs, je pense que je vais devoir faire quelques parties à 2 joueurs parce que la quantité d'options est vraiment incroyable. Ceci dit, à la base, c'est très très simple. On va déplacer un personnage, on va activer différentes zones pour pouvoir recevoir des ressources, faire des actions différentes. Donc, c'est une espèce de worker displacement dans lequel on va déplacer un travailleur pour pouvoir activer différentes choses. Mais c'est surtout la quantité de bâtiments, la quantité de choses qu'on peut construire. Et c'est là qu'on fait comme, wow, OK, ça fait beaucoup de stock, ça. Donc, c'est vraiment de réfléchir à comment on va le faire. On a un plateau qu'on va créer, donc on va tenter de déforester notre plateau, construire ça, mettre les bâtiments sur le petit plateau, l'étendre. Donc, un petit côté, là, le visuel agricola, du fait qu'on grandissait nos plateaux. J'ai trouvé ça bien.
Il faut que j'y rejoue. C'est certain qu'une première partie très difficile comme première partie. Beaucoup de réflexion. Des fois, j'avais l'impression, OK, là, je sais pas trop où je m'enligne, là, tu sais. Ah, écoute, on va essayer de faire ça, mais là, j'aurais dû faire d'autres choses. Mais c'est un jeu qui a été attendu aussi longtemps. Je suis quand même content de l'avoir essayé. J'avais beaucoup aimé Glass Road. Est-ce que ça va être assez pour le garder dans une rotation de jeu? Je dois y rejouer. Encore une fois, un autre jeu que j'ai joué juste une fois, donc ça vaut ce que ça vaut. Je continue avec Great Western Trail El Paso. Alors, Great Western Trail est un jeu du designer Alexander Pfister qui a eu énormément de succès. D'ailleurs, Great Western Trail Argentina, New Zealand, il y a une deuxième édition qui est sortie, donc beaucoup de versions différentes de ce gros jeu-là. El Paso se veut à être une version dans une plus petite boîte qui nous propose une expérience qui se joue autour de quand même 60 minutes que la boîte va dire. Donc, c'est certain que c'est pas une version en 15 minutes, mais c'est une version un peu plus minimaliste. D'ailleurs, dans la boîte, lorsqu'on regarde le matériel, ça rentre dans une toute petite zone. Même la boîte est un peu trop grosse pour ce qu'elle offre. Et le jeu a voulu utiliser certains concepts. Donc, premièrement, on a un tapis de jeu. Au lieu d'avoir un plateau, on a un petit tapis qui est plié aux mauvaises places. Donc, on a vraiment des plis très... Il faudrait peut-être le repasser ou quelque chose de même. Mais je trouve que le plateau, visuellement, est un peu fade. Le plateau manque de couleur dynamique. Le tapis, si on veut, là, un petit tapis je sais pas exactement en quoi, là, mais il reste que ça fait un peu plus fade. Le jeu aurait pu aussi avoir... On a un gros meeple qui est vraiment trop gros pour rien. Et on a aussi, bon, c'est des petites cartes qu'on sert. Donc, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui tourne autour du bétail. Donc, un peu le concept de Great Western Trail, d'aller chercher du bétail. On va avoir un côté de deck building avec le bétail et tenter, lorsqu'on arrive à El Paso, d'avoir la meilleure main possible pour pouvoir avoir des bénéfices. C'est un jeu qui fonctionne bien quand même. Je trouve que c'est le fun parce qu'on va se déplacer de case en case et on va faire le tour comme ça ici, tenter de devoir maximiser notre main. Donc, c'est un jeu d'optimisation, concept de deck building. On a des ouvriers qui vont venir travailler pour nous, qui vont pouvoir nous donner des bonus. Donc, on va pouvoir piger, défausser des cartes, des choses comme ça. On va pouvoir construire des bâtiments. Et là, au départ, on a juste 2 bâtiments qu'on peut construire. Là, c'est comme, ouais, c'est bizarre, mais lorsqu'on construit, après ça, on peut défausser un ancien bâtiment. Et ça fait du sens. Un coup, j'ai commencé à jouer, je dis, OK, là, je comprends pourquoi. Je pense que le matériel aurait peut-être pu être un peu plus de qualité. Le tapis, je comprends qu'ils ont voulu essayer quelque chose. Mais je ne suis pas sûr si ça a marché vraiment. Et il y a aussi une petite affaire. Et ça, c'est vraiment un tout petit nitpick, mais... lorsque j'avais regardé un peu les images du jeu, on a des disques et des cubes, ce que je pensais être un cube. Je me dis, bon, parfait, fidèle au euro, un disque en bois, un petit cube en bois, merci, bonsoir. Mais non, c'est des tokens de carton avec une espèce d'ombrage pour comme simuler le fait que ce soit un cylindre. Mais c'est vraiment un token de carton et une espèce de petit cube de carton. J'ai trouvé ça très ordinaire. Ça aurait été facile de mettre une petite composante en bois. Déjà que le meeple, il est géant. Il aurait pu prendre une partie de leur budget et mettre ça. C'est pas grand-chose. Ça vient pas changer le jeu. L'expérience de jeu n'est pas là. Elle est pas différente pour autant. Mais je pense que ça aurait été un petit ajout qui aurait pu être intéressant. Donc, l'idée du jeu reste quand même intéressante. Le matériel, peut-être un peu moins. Je continue avec un jeu que j'avais vu qui s'appelle Les Potions de Hazerland. Alors, les Potions d'Hazerland sont un jeu dans lequel on va tenter de devoir fabriquer des potions pour pouvoir les vendre et plaire à différents clients qui vont venir justement pour aller chercher ces potions-là. On va avoir différents bonus, différents pouvoirs comme ça. Et le jeu tourne autour d'un élément de priorité que j'aime beaucoup. On a tous un petit plateau personnel dans lequel on va glisser des marqueurs. On peut choisir de placer le marqueur de priorité ou en argent. Donc, bien entendu, si on décide d'utiliser le marqueur numéro 1, qui se trouve la première priorité, on peut avoir deux pièces. Un marqueur niveau 5, lui, va juste donner une pièce. Par contre, si on est en priorité, c'est que ça va nous donner un premier choix sur l'action. On va pouvoir aller chercher des matériaux, on va pouvoir aller chercher des clients, et il y a toujours cette espèce de concept-là du fait qu'il va toujours avoir un premier choix, et le premier choix va habituellement avoir l'occasion d'aller chercher plus de ressources, ou d'avoir un premier choix sur le client, un premier choix sur les différents marchands, les choses comme ça, et c'est vraiment un petit jeu que j'ai trouvé ça sympathique. Par contre, je pense que le jeu est vraiment, vraiment bonifié à jouer. Je l'ai joué à 4 joueurs, et je suis pas sûr qu'à 2 ou à 3, il y a le même dynamisme. J'aime l'idée d'aller chercher les priorités. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, mais j'ai trouvé que le jeu s'étendait un petit peu trop long, peut-être. On va chercher des potions, on a des pouvoirs, donc il y a beaucoup de choses qui roulent, mais mis à part le système de priorité, j'ai trouvé le jeu correct. Pas exceptionnel, pas mauvais, mais correct. Je suis pas sûr que je vais aller me dépêcher pour aller quérir une copie. Ceci dit, je dirais probablement pas non à une partie à 4 joueurs. J'aime beaucoup le concept de priorité, je trouve que c'est bien pensé.
Je continue avec un jeu à 2 joueurs que lui, j'avais déjà joué, mais j'ai eu l'occasion d'y rejouer. Alors, mon ami Danny est venu jouer chez moi et on a eu l'occasion de faire une belle journée de jeu et on a sorti Star Wars Rebellion. Star Wars Rebellion est un jeu asymétrique à 2 joueurs et à chaque fois que j'y joue, j'ai envie de vous en parler parce que quel jeu incroyable! J'ai fait l'acquisition du jeu l'an passé. C'est pas un jeu qui est récent nécessairement, c'est un jeu qui a un très bon fan following, donc beaucoup de gens qui l'adorent et je pense que je sais que le jeu a eu une réimpression récemment parce que plusieurs boutiques se sont retrouvées avec des copies en stock alors que le jeu, ça faisait plusieurs années qu'il était un peu loin des yeux, loin du cœur. Alors, il s'agit d'un jeu dans lequel on va refaire les événements de la trilogie originale de Star Wars, épisode 4, 5, 6, dans lequel on va tenter, un joueur va avoir l'Empire et l'autre joueur va être les rebelles. Les rebelles sont cachés à travers des planètes et doivent essayer de réussir à survivre la rébellion, tandis que l'Empire est tout puissant et va tenter de les écraser. C'est un jeu de chat et à la souris tellement génial de la manière que ça fonctionne. On va placer, on recrée l'histoire et ça amène des moments cinématiques tellement intéressants. Bémol, je crois que c'est important de jouer avec l'extension. L'extension vient bonifier énormément le jeu, rajoute des éléments aussi de Rogue One, donc des personnages, des choses comme ça, et rajoute un système de combat beaucoup plus dynamique. C'est tellement une belle expérience. Ce qui est drôle, c'est qu'une partie peut durer 1 heure, une partie peut durer 3 heures, mais peu importe la durée que ça prend, c'est tellement un jeu qui est engageant. Je ne vois pas le temps passer. Donc, je parlais tantôt des potions d'Azerland. Je trouve qu'une partie de Star Wars Rebellion est plus rapide que Azerland parce que je me sens impliqué dans la partie. J'ai vraiment énormément de plaisir. Quelle belle expérience. Si vous aimez l'univers de Star Wars, c'est certain, si vous n'aimez pas Star Wars, le jeu risque de beaucoup moins résonner avec vous. Je ne vous dis pas d'aller l'acheter le plus rapidement possible. Non, ça vise les gens qui aiment Star Wars, mais pas besoin non plus d'être un fin connaisseur. Si on connaît un peu le concept de Star Wars, ça reste un jeu tellement bien pensé. C'est un jeu qui offre des décisions difficiles. C'est des fois, il faut se creuser la tête. Qu'est-ce que je vais faire pour essayer d'optimiser mes chances là? Est-ce que je m'en vais en combat là? Mais si je me déplace, ben là, je me retrouve que je laisse un endroit vide, tandis que l'Empire essaye juste de trouver où la base rebelle. Les rebelles se protègent jusqu'à temps qu'ils réussissent à pouvoir faire un bon coup. C'est vraiment une expérience de jeu unique. Quel jeu incroyable qui va facilement figurer dans mon top 10 de mes jeux favoris de tous les temps. Maintenant, je suis rendu au moment où je vous parle de mon top 3. Alors, dans tous ces jeux-là que je vous ai parlé, c'était même pas mon top 3. Alors, je commence en 3e position avec un jeu en solo qui s'appelle Conservas. Alors, Conservas est un jeu solitaire, bien entendu, dans lequel on doit... c'est un jeu de pêche, dans lequel on va tenter de devoir réussir à compléter certaines missions. Alors, on a des mois, donc des missions, et ces missions-là vont avoir certaines conditions de victoire, avoir un certain nombre d'argent, et également réussir à avoir dans son sac un certain nombre de jetons. Donc, les jetons sont le nerf du jeu, parce qu'il va y avoir des jetons de différentes pêches et en début de partie, on commence un certain nombre de jetons et lorsque lorsque le tour commence, on doit piger des jetons et les placer dans des bateaux. Donc, on va choisir qu'est-ce qu'on va pêcher, on va choisir qu'est-ce qu'on va relâcher aussi parce que c'est important de relâcher des prises en mer parce que si elles sont relâchées, elles vont pouvoir fructifier. On s'imagine que les poissons vont faire des petits et on va rajouter des jetons dans notre sac et on a une espèce de gestion du backbuilding tellement importante à faire parce que si on a trop de poissons dans le sac, on ne sera pas nécessairement gagnant parce qu'on ne réussira pas à faire ce qu'on fait. Si on décide de vendre trop rapidement nos conserves, nos poissons qui vont donner des conserves, eh bien à ce moment-là, on n'aura plus assez dans le sac. Donc on a une espèce de gestion qui est difficile à faire au départ, mais après 2-3 parties, on trouve un peu le rythme et chaque mois supplémentaire rajoute sa petite dose. On a également des cartes qui viennent changer un peu les règles. On peut relâcher des prises dans le sac, on peut repiger des jetons, on peut acheter des bateaux aussi qu'on va pouvoir aller placer pour pouvoir aller chercher plus de pêche. Mais il va falloir les payer, donc une espèce d'upkeep. Et là, il faut gérer notre argent là-dedans. C'est tellement bien pensé, ça fonctionne vraiment bien. Un bon jeu, il faut aimer les jeux en solitaire, mais c'est un jeu que j'aime parce qu'il est facile à mettre en place. On peut le mettre en place relativement aisément. On ouvre le livre, c'est un espèce de petit livre un peu aventure, de même qu'on a les différentes missions. Et on y va, on s'installe comme ça. Conservas, un excellent jeu en solo. En 2e position, c'est le jeu Shackleton Base. Alors, Shackleton Base est un jeu de science-fiction, de placement d'ouvriers dans lequel on va tenter de devoir construire une base. Ce que j'aime énormément de ce jeu-là et ce qui fait en sorte qu'il démarque, c'est que chaque partie, on va choisir 3 factions. Donc, 3
corporations qui vont venir changer les règles du jeu. Donc, la base reste la même, mais ces petites corporations-là vont rajouter une petite twist, rajouter des nouveaux jetons, rajouter une façon de jouer qui va être différente. Ça veut dire que de partie en partie, ce ne sera pas jamais la même chose exactement. Le concept de base reste le même, mais on peut rajouter ces corporations-là de manière à pouvoir avoir, donc il va avoir chacun leur deck de cartes, différents objectifs à compléter, différentes façons de compléter ces objectifs-là, des ressources supplémentaires. C'est vraiment, ça rajoute beaucoup, ça vient vraiment bonifier le jeu. On doit construire, on a une base et là on va devoir construire avec nos petits marqueurs comme ça ici sur les différentes bases et on va devoir envoyer des astronautes qui vont être là de différentes couleurs. Et les astronautes ne nous appartiennent pas nécessairement au départ et on va les placer sur le plateau. Et après ça, une espèce de concept de majorité pour chacune des lignes que l'astronaute va aller dans le joueur et là, on peut le placer. Donc, c'est pas des travailleurs qu'on prend et qu'on récupère immédiatement pour nous. On les envoie sur la Lune et on essaie de les récupérer en étant majoritaire avec les bases qu'on va avoir. Donc, vraiment beaucoup de bonnes idées avec ce jeu-là. C'est drôle parce que j'ai joué il y a quelques mois au jeu Ceres qui m'a donné une vibe similaire en termes de thème parce que là, on va excaver l'astéroïde de Ceres, on va la Lune et je pense que le jeu me donnait un feeling. Je pense que c'est deux jeux qui, en étant très très différents, offrent une idée qui est relativement similaire. C'est un thème que j'aime beaucoup. Shackleton Base, une seule partie de jouer. J'ai très hâte de réexplorer le jeu parce que j'ai vraiment apprécié ma partie. Mais en numéro 1, c'est un jeu que beaucoup de gens m'avaient déjà dit. Sylvain, as-tu essayé ce jeu-là? Tu vas adorer. Non, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. J'avais pas ce projet de le backer, je l'ai pas fait. C'est le jeu Wondrous Creatures. Ah, Wondrous Creatures. C'est une espèce de jeu d'engine building. Et là, déjà là, on m'a immédiatement, dans lequel on va tenter de placer des créatures. Alors, on a des beaux petites créatures. Je dois dire, c'est vraiment mignon. On a des petits personnages. Bon, c'est des travailleurs, on s'entend, c'est des crews. Et on a le leader qui va par-dessus, une gimmick, un petit aimant, c'est réglé. C'est vraiment cool comme concept. C'est juste visuel, mais ça marche quand même super bien. Donc, on va les placer sur le plateau de jeu de manière à pouvoir retirer certaines ressources. On va pouvoir jouer également des cartes. On a un système de cartes qui va avoir. Et c'est du engine building, du tableau building, toutes des choses qui tombent directement dans mes cordes. J'ai joué à 2 joueurs, j'ai joué à 4 joueurs. Vraiment, vraiment une belle expérience de jeu. Le jeu a énormément de choses qu'on peut faire. On doit essayer d'optimiser, bien entendu, gestion de ressources qu'on va faire, mais aussi d'essayer de bonifier. On a différents objectifs parce que c'est une course aux objectifs. On a des objectifs qui sont sur la table et c'est le premier à réussir telle chose, le premier à réussir telle chose et il faut se dépêcher. Donc, les parties vont être différentes parce que les objectifs, en étant un peu similaires et différents en même temps, c'est d'aller chercher un certain type de cartes qu'on va jouer. Donc, du engine building, tableau building, c'est tellement ce que j'aime. Un petit feeling de Everdell rencontre Terraforming Mars. Ensemble, let's go. Wondrous Creature, je me disais, est-ce que c'est le buzz? C'est juste pour le beau petit visuel, les créatures. C'est un petit extra, c'est super. Il n'y aurait pas eu ça, ça aurait marché quand même. Le jeu est vraiment super. J'ai également le Crew Extension qui rajoute un mini pouvoir asymétrique pour chacune des factions. Ça rajoute vraiment un petit côté le fun, ça change rien au jeu. Je suis allé chercher également les ressources de luxe parce qu'elles sont magnifiques, donc en bois puis les petits jetons en métal pour les trophées. Wondrous Creature, décidément, les gens qui m'ont dit que ce jeu-là serait dans mes cordes me connaissent parce que décidément, c'est vraiment une belle découverte pour moi et c'est un jeu qui va fort probablement rester dans ma collection un bon bout de temps. Ça fait enfin le tour de toute cette série de jeux que je vous ai présentés. Beaucoup de choses à dire. J'avais beaucoup d'expériences à vous partager aussi, de vous partager le Game Over. D'ailleurs, je tiens à dire une autre fois, merci encore à tous les organisateurs du Game Over et tous les gens qui participent à l'événement des concours de prototypes. J'ai eu l'occasion de discuter avec tellement de monde différent. C'est tellement super, c'est tellement le fun de voir un événement qui se bonifie année après année. Donc, si jamais vous n'êtes pas allé, je vous invite à le faire. Ça vaut vraiment la peine. Donc, si jamais il y a des jeux que je vous ai parlé qui vous intéressent, je veux le savoir en dessous. Écrivez-moi là dans les commentaires. Si jamais vous avez des expériences ludiques à me partager aussi, je trouve ça toujours super si vous voulez en savoir plus sur un de ces jeux-là. Ou si vous avez joué à un jeu et vous avez une opinion qui est semblable ou même très différente du mien, je suis très curieux de le savoir. J'adore lire je lis tous les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde aussi parce que je trouve ça le fun. C'est vivant de voir notre communauté et de pouvoir échanger comme ça sur différentes expériences parce que oui, ça se pourrait que vous ayez joué 30 parties de Shackleton Base et vous dites ouais mais ce jeu-là après quelques parties on a fait le tour un peu, mais moi c'est mes impressions et souvent mes impressions avec très peu de parties, donc c'est toujours le fun de savoir ce que vous en pensez. Donc
Ça fait le tour de ma vidéo. Si jamais vous avez aimé, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien, qu'attendez-vous? C'est juste un petit clic. Je vous invite à le faire parce que sérieusement, on approche des 20 000 abonnés. Quel beau milestone, quelle belle étape pour nous de se rendre jusque-là, de savoir qu'on vous intéresse encore, que notre contenu vous fait encore plaisir. Je trouve ça vraiment super. Puis pour moi, c'est un privilège, c'est un honneur de faire partie du paysage ludique francophone. Donc, c'était Sylvain. Pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine!